Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette table ronde. Et puis, bien sûr, merci à nos 3 invités d'avoir accepté d'y participer. Cette table ronde, elle s'inscrit dans le cadre de l'exposition Paul Andreu, l'architecture est un art, qui est présentée en ce moment ici à la Cité de l'Architecture. Et elle fait suite à une première table ronde qui a eu lieu et qui a été consacrée à l'aéroport de Roissy, principalement à l'aérogare 1. Durant cette table ronde, on interrogeait les liens entre l'aérogare de Roissy et l'aéroport d'Orly, mais aussi les aéroports nord-américains qui lui étaient contemporains. Si l'aérogare 1 de Roissy est le premier projet d'envergure de Paul Andreu, une œuvre de fondation pour cet architecte, l'Opéra de Pékin est souvent vu comme l'autre grande œuvre de cet architecte, à la base d'une refondation personnelle et professionnelle que nous allons évoquer ce soir. Mais l'Opéra de Pékin est loin d'être la seule réalisation de Paul Andreu en Chine ou plus largement en Asie. Finalement, de la fin des années 1980 jusqu'à son décès en 2018, l'Asie a été un territoire important dans la carrière de Paul Andreu, propice aux expérimentations de l'architecte, avec près de 60 projets réalisés et d'autres non en Chine à partir du début des années 90, une dizaine de projets, certains réalisés, d'autres non aussi, au Japon de 1987 à 2000, mais aussi quelques projets en Corée, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines ou encore au Cambodge. Au tournant des années 90, Paul Andreu figure donc parmi les quelques architectes français qui réussissent à faire valoir leur expertise en Asie, aux côtés notamment d'Arte Charpentier ou d'Architecture Studio, dont nous avons la chance d'avoir ce soir 2 représentants avec nous. Donc ce soir, nous allons discuter des apports multiples et réciproques aussi que représente l'Asie dans la carrière de Paul Andreu, en l'inscrivant dans une dynamique plus large du milieu architectural français de la fin du XXe siècle et du début du XXe siècle. Je vais laisser tour à tour la parole aux 3 invités. Puis nous aurons un temps d'échange collectif avec la salle aussi. Et nous allons commencer, comme l'a fait finalement Paul Andreu, par le Japon. Puis nous irons en Chine, même si nous verrons sans aucun doute que des questions vont croiser les 2 pays. Je vais donc passer en premier la parole à Yann Nussom. Yann Nussom est architecte, enseignant-chercheur à l'ANSA Paris-La Villette, et il mène des recherches sur les rapports entre milieu, paysage et architecture. En lien avec ces sujets, il a publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages sur Tadao Ando, l'architecte bien connu japonais, et puis plus récemment, un livre qui s'appelle Milieu et architecture, entretien avec Augustin Berg, Philippe Madec et Antoine Picon, paru en 2021, et un autre livre, Bernard Lasus, L'Inflexus, une démarche paysagère, paru en 2023. Dans le cadre de ses recherches, il avait déjà interviewé Paul Andreu pour la publication de l'ouvrage Construire en Chine, qui est paru en 2005. Ce livre était basé sur des entretiens avec des architectes principalement français, dont Pierre Clément et Martin Robin ici présents, qui témoignaient de leur expérience et de leur réflexion à l'égard de leur pratique dans les années 2000, période où la Chine connaissait une croissance urbaine et économique très importante. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de revoir Martin Robin et Pierre Clément, que j'ai pas eu la chance de croiser depuis très longtemps. Et donc, c'est une belle occasion. Alors, moi, j'ai choisi une image, et une seule image, en fait, pour cette conférence. Elle m'a inspiré parce qu'elle m'a fait penser un peu à la carrière de Paul Andreu. En fait, c'est une image qui a été prise par l'astronaute de la NASA, William Anders, durant la mission Apollo 8, le 24 décembre 1968. Comme souvent dans le cas de photographie, elle a été prise fortuitement, même si elle est devenue par la suite en fait iconique. En fait, il est 17 h, la navette effectue des manœuvres, et soudain, à travers les hublots, William Anders entrevoit cette vue magnifique
de notre Terre, de notre planète. C'est les citations dans la cabine. William Anders se dit qu'il va pouvoir réaliser une photo extraordinaire. Il se précipite sur son appareil photo et commence à changer la pellicule parce qu'au départ, l'idée c'est qu'ils étaient là pour faire des photos de la Lune et qu'ils avaient que des pellicules en noir et blanc. Et en plus, il fallait changer la focale. Son collègue qui est à côté lui dit « Mais attends, c'est pas dans le programme, hein, ça. Donc tu évites. » Bon, néanmoins, tout ça c'était une blague. Et cette photo va devenir en fait très importante. Elle sera intitulée par la suite « Levée de terre ». Et on observe au premier plan donc la vue de la Lune. Et en deuxième plan, évidemment, la Terre, qui est présentée un peu comme une sorte de grand oasis dans l'océan lunaire, ou un point bleu sans soutien. Et la Terre est découpée par une sorte de croissant d'ombre. La présence, effectivement, du bleu, car comme ils ont pu changer de pellicule et prendre une pellicule couleur, évidemment, renforce l'image. Alors que l'homme est finalement en pleine conquête spatiale, que les progrès scientifiques sont illimités, cette photographie, étonnamment, nous offre aussi une vision de la Terre assez fragile, finalement. Et William Anders se dit à ce moment-là, on est là à s'affronter les uns les autres avec nos armes, nos bombes et nos essais nucléaires. Et puis il y a une pensée qui le traverse, nous humains devrions prendre davantage soin de notre planète. Et par la suite, cette image est devenue en fait une référence pour les écologistes et la nécessité de protéger la Terre. Alors j'éviterai de commenter l'actualité de cette image. Alors, je ne suis pas au courant du degré de connaissance et d'inspiration de cette image pour Paul Andreu. J'imagine qu'il la connaissait parce qu'elle est très très connue. Mais elle m'évoque par différents aspects sa carrière d'architecte, d'ingénieur, mais aussi de poète, avec un mélange de technicité et aussi une grande sensibilité. Une personne qui a su éclairer le monde de l'architecture de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, mais dont l'œuvre est restée souvent, pour partie finalement, dans l'ombre. Sur ce point, je tiens à féliciter les gens qui ont organisé l'exposition, qui, j'ai trouvé, retrace très bien l'importance de cette figure de l'architecture et nous présente son travail sous de nombreux aspects qui m'ont passionné, en tout cas. Alors, avant d'évoquer le Japon et la Chine, moi j'aimerais revenir sur quelques étapes de sa carrière et aussi en lien un peu avec cette image. Alors, comme cette image, le développement de sa carrière a accompagné de grandes évolutions scientifiques et politiques qui ont imprimé la France, mais aussi finalement le monde. Il a contribué au développement naturellement des aéroports, on le sait tous, c'était une personne très importante. Finalement, un an avant la prise de cette image, en 67, à 29 ans, il se voit confier le premier terminal de l'aéroport Charles de Gaulle, qui sera achevé en 74 et qui va être suivi par de nombreux autres. Il va aussi participer à la modernisation des stations de métro, au développement du nucléaire. Il montrera aussi son savoir dans la construction de bâtiments qui ont marqué l'histoire de notre architecture, comme la Grande Arche et son nuage en 84-89. Il assurera aussi même le dessin et la réalisation de l'entrée du tunnel sous la Manche en 85-84. Assurément, de par son travail et de par ses choix stratégiques, il va être porteur d'une évolution. Il va bouleverser l'aéroport de Paris, qui va devenir entre autres un bureau de conseil, un peu comme les bureaux anglo-saxons. Et je pense que c'est un homme qui avait compris les évolutions de son temps. Par exemple, il avait compris la révolution post-68 des unités pédagogiques et la nécessité d'inscrire l'architecture en lien avec d'autres domaines et aussi les progrès scientifiques. Sur ce point, moi, je trouve qu'il est assez remarquable de noter le travail qu'il organise avec le coloriste Jacques Filassier, le typographe Frutigier et le sociologue Bernard Patarin pour l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, si on revient à notre image de la Terre et de sa fragilité, Stéphanie Quentin-Biancalani, dans l'ouvrage finalement de l'exposition, explique en même temps que sa carrière accompagne et va clore
le cycle des Trente Glorieuses. Donc d'un côté, c'est vrai, la science nous amène vers des lointains, mais en même temps, il y a un certain optimisme qui commence à se calmer. Et sur ce point, au début de l'exposition, il y a un film assez intéressant qui présente la vie de Paul Andreu à partir de nombreux documents d'époque. Et des hommes politiques se succèdent pour parler souvent des grands événements. Et j'avais noté le discours de l'un d'entre eux qui expliquait que malgré la crise pétrolière qui faisait face, il y avait la nécessité de développer finalement l'aviation et donc d'inaugurer l'aéroport de Charles de Gaulle en 1974. Donc je trouve que ce qui est intéressant finalement, c'est de voir que le personnage de Paul Andreu, quand il débute sa carrière, vous voyez, il est là. D'un côté, il y a quand même le développement de la science, c'est quelqu'un qui va être très important pour ses développements, mais en même temps, face à une Terre qui est en train de changer et sur laquelle il va falloir se poser des questions. Donc il va être un peu un architecte qui sera le fer de lance du développement industriel, mais qui est également confronté progressivement à de nouvelles attentes, qui sont entre autres postcoloniales par rapport à l'égard et aussi paysagères. Il est clair qu'en France, à partir des années 80, le sujet du paysage devient essentiel et l'on constate que Paul Andreu y sera sensible. Par exemple, il travaillera avec des paysagistes comme Alain Provost. Et le vide central de Charles de Gaulle I, et plus globalement le dessin du parcours des visiteurs dans l'aéroport, avec la traversée du cœur, participe quelque part au mythe d'Icare, du vol et de la chute. De par les programmes qu'il va traiter, aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il sera très en avance sur son temps, sur la notion des non-lieux, et l'idée de l'architecture comme flux. Également, la nécessité de devoir les construire à l'étranger va le confronter très rapidement au besoin de faire évoluer ses références en fonction des milieux. Il se retrouve à l'entre-deux, construire des aéroports au plan organisationnel assez fonctionnel et développer une pensée architecturale finalement post-coloniale, prenant en compte les paysages et des symboles forts des cultures. Cela le mène à imaginer un aérogare-jardin à Jakarta sur le modèle des villages indonésiens ou un aéroport caverne à Abu Dhabi. Au-delà de ces symboles et de ces correspondances fortes, Paul Andreu ne prétend pas faire une architecture qui était propre au milieu du pays où il construit, mais plutôt que ces constructions, lors de leur réalisation et de leur vécu, progressivement seront colonisées par le milieu local et qui lui donnera son sens. Alors, le tournant japonais, puisque c'est pour ça qu'on m'a entre autres invité, j'arrête de parler du reste, par rapport à cette carrière bien chargée, comment faut-il interpréter le passage par le Japon? Alors donc, on sait qu'en 88, après de nombreuses péripéties, il va gagner le concours pour le plan d'organisation de l'aéroport du Kansai en proposant une solution D, en proposant un plan D. Normalement, ils avaient été invités avec d'autres équipes pour juger des plans A, B, C, et lui va proposer un plan D qui va séduire les Japonais. Alors ce succès, c'est quand même un succès assez extraordinaire. On retrouve des articles très élogieux dans la presse, et entre autres la presse étrangère, qui montrent quand même l'impact incroyable et la force d'ADP d'aller remporter ce concours à l'étranger. À l'époque, c'était vraiment un événement considérable. Par contre, problème, on va refuser à Paul Andreu de lui confier le design de l'aéroport du Kansai, et c'est pour lui, je pense, un camouflet extrêmement douloureux. Quelque part, vous voyez, vous avez la Terre, mais il y a une petite zone d'ombre. Elle l'interroge sur la vision qu'on se fait de lui-même, finalement, je pense. Et finalement, il doit se demander, est-ce qu'on me voit simplement comme un ingénieur ou l'architecte d'une entreprise? Est-ce qu'on ne reconnaît pas mes qualités? Pourtant, il faut voir qu'en 1977, la France lui a quand même déjà remis le Grand Prix national de l'architecture. Donc, à ce niveau-là, en France, il y avait quand même une certaine reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'il a appris au niveau sensible au Japon? Cette question, elle est difficile.
et les réponses ne peuvent que se baser sur des suppositions. À l'égard de ces personnalités, elles le poussent probablement à rechercher une certaine indépendance. En même temps, dans ces années-là, il était sans doute peut-être à un tournant de sa vie. Et après le camouflet de ne pas avoir été choisi pour l'aéroport du Kansai, elle le motive à se mettre en quête d'autres commandes en son nom propre au Japon. Donc quelque part, je pense que ça représente déjà au niveau de sa carrière un tournant qui est important au niveau professionnel. Après, il va y avoir une amitié qui va débuter avec Tadao Ando et son épouse Yumiko. Les années 90 sont des années très importantes pour Tadao Ando. C'est une année où, en tant qu'architecte, il est quand même à la pointe au Japon. Et donc, cette amitié qu'aura Paul Andreu avec Tadao Ando va lui offrir la possibilité de visiter de nombreux bâtiments de cet architecte. Elle va lui permettre aussi d'avoir de nombreuses visites, sans doute de sanctuaires, comme peut-être le sanctuaire d'Issei Jingu, mais ça, je n'en suis pas sûr. Et il sera probablement sensible, d'après moi, au fait que les bâtiments d'Ando, au-delà des programmes, sont souvent des lieux de vénération de la nature. Dans l'aéroport de Charles de Gaulle, on trouve un long parcours à franchir par les visiteurs, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du sol naturel. Mais les bâtiments qu'il va visiter au Japon l'inciteront probablement à être plus sensibles à faire participer l'environnement extérieur au parcours qui conduit à ces bâtiments. La présence de l'eau aux entrées de ces constructions, qu'on va le retrouver largement utilisée par la suite, n'est probablement pas insignifiante sur ce sujet. Elle a un rôle très important au Japon pour marquer des passages et des promenades, des passages et la promenade vers un lieu purifié. Elle participe quelque part à la sanctuarisation, et l'on peut imaginer qu'il a été touché par cette idée de bâtiment public sanctuaire. Au Japon, la nature peut être observée un peu comme un aboutissement de la culture, et ce qui est étonnant, en fait, c'est que souvent les musées au Japon, vous les retrouvez à l'extérieur des villes, dans la nature, ou en tout cas dans les banlieues. Et effectivement, ils apparaissent un peu comme des sanctuaires. Et on peut penser que c'est quelque chose qui a pu toucher Paul Andreu et le pousser à réfléchir à des bâtiments par la suite où l'extérieur, effectivement, est pris en compte pour sanctuariser son architecture. D'ailleurs, on peut aussi quand même remarquer que l'aéroport du Kansai est construit sur une île artificielle et que pour l'atteindre, il faut déjà traverser il faut traverser un bras de mer. Alors, parmi les nombreux bâtiments qu'Ando a dessinés, il y a un bâtiment que peut-être vous connaissez, ou je pense que probablement certains connaissent, c'est le temple sur l'eau sur l'île d'Awaji en 89. Alors, c'est un bâtiment assez remarquable. On suit un long chemin, puis on contourne un mur, et ensuite on descend dans un bassin par un escalier où on se trouve en sous-sol le sanctuaire. On trouve en sous-sol le sanctuaire. Je pense qu'il est possible qu'un projet comme celui-là ait pu inspirer Paul Andreu, que cela soit pour le musée maritime d'Osaka, de 92, qui a été pensé en 92, puis finalement réalisé beaucoup plus tard, que ça soit l'Opéra de Pékin. Dans ces deux projets, la présence de l'eau réalise une certaine mise à distance en fait, de l'entrée. Dans les inspirations possibles, puisées dans le travail d'Ando, Andreu a peut-être aussi l'idée de dessiner des bâtiments en associant plusieurs formes géométriques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Tadao Ando. Ce principe d'imbriquer des formes géométriques permettait quelque part aux constructions de venir s'intégrer dans la topographie des terrains. Alors, faut-il pour autant avancer que le Japon et le travail d'Ando auront une importance conséquente sur le rapport au paysage chez Andreu? Sans doute. Faut-il rester prudent? Car en France aussi, on a développé, à partir des années 80, de nombreuses réflexions sur l'importance du paysage, et cela s'est retrouvé énoncé très tôt, dès la fin des années 60, chez de nombreux théoriciens de l'architecture et du paysage. Donc, par exemple, des gens comme Christian Norbert Schulz s'intéressaient à l'importance du Lienus Loci dans son ouvrage. Donc, je pense que Paul Andreu
n'a pas eu besoin du Japon pour être nécessairement sensibilisé à la question du paysage, mais qu'il a pu en tirer certaines expériences. Alors aussi, ce qui est important, c'est de savoir que la situation économique japonaise des années 90 est également assez particulière. Dans les années 85, il va y avoir une croissance très forte. C'est la bulle, il y a une bulle, et il est très très facile de construire. Les architectes peuvent construire un peu tout ce qu'ils souhaitent. Et à partir de la fin des années, et au début des années 90, il va y avoir un éclatement de la bulle. Et là, par contre, il va y avoir un retour de bâton et un doute profond va s'installer sur les architectes et sur l'architecture qu'ils avaient pu produire. Ça va pousser les architectes à s'interroger beaucoup plus sur la question des contextes. Donc, quelque part, je dirais que Pollandreux, quand il est arrivé au Japon, était un peu dans ce tournant, va se retrouver dans ce tournant de période. Alors, un autre point peut-être à mentionner sur les liens que tu as pu voir en Pollandreux, auquel on pourrait discuter, c'est la qualité et l'apparence du béton. Celui d'Ando, quand vous regardez un béton d'Ando, c'est très différent d'un béton de Le Corbusier. Si vous avez un béton de Le Corbusier, il peut apparaître un peu granuleux souvent, alors que le béton d'Ando possède une surface finalement très, très lumineuse. Lorsqu'on se promène dans ces bâtiments, le béton se fait presque oublier, je dirais. L'idée de Tadao Ando, c'est d'offrir une présence physique aux habitants, plus le visuel en fait du béton. Le béton, quelque part, on l'oublie, comme on peut oublier des parois. Et je me demande jusqu'à quel point cela a pu intéresser Pollandreux, qui, effectivement, lors de la construction de ces aéroports à l'époque, avait travaillé aussi avec Peter Rice. Et est-ce que, par exemple, dans les derniers aérogares, il n'y a pas eu cette réflexion sur le traitement du béton, ou un développement du traitement du béton ou de son apparence en lien avec la question de la lumière. Alors ça, c'est juste quelques remarques que je ferai sur le Japon. Sur la question de l'expérience chinoise, j'ai l'avantage d'avoir des collègues qui sont des grands spécialistes et qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin que moi. Je vais juste rajouter quelques mots. Donc l'accélération de l'économie chinoise, elle se comprend dans un cadre assez large, puisqu'elle débute généralement vers les années 78, sous la direction des leaders réformistes. Il va y avoir des soubresauts avec Tiananmen. Elle s'inscrit aussi dans la chute du mur de Berlin en 89, où il va y avoir un nouvel équilibre entre l'Est et l'Ouest. Et Pollandreux nous avait expliqué, quand on l'avait interviewé, qu'en fait, il avait eu très tôt des contacts avec la Chine, qu'il avait eu des contacts avec la Chine avant un programme important qui avait été lancé par Jacques Chirac pour faire venir des architectes chinois et créer des partenariats. Alors ces liens vont lui permettre de construire un certain nombre de bâtiments, que ce soit en Chine pour des aéroports, et après de participer, quelque part, c'est un peu la suite, je dirais, de ce qu'elle a pu vouloir débuter au Japon, au concours de l'Opéra de Pékin, et c'est un projet qui se fait en partenariat entre lui et l'ADP, mais qui marque en même temps une certaine indépendance de sa part, il me semble. Je dirais qu'elle lui permet de prendre son envol. Alors, ce bâtiment, je pense aussi, c'est le reflet d'une posture d'architecte, et ça, c'est très important, parce que finalement, s'il a gagné ce projet, c'est qu'il a fait des choix qui n'étaient pas faciles. C'était par exemple de reculer le bâtiment, de rajouter la présence de l'eau, un certain nombre de choix qui n'étaient pas du tout imaginés par le jury. Et alors lui raconte que quelque part, c'est au moment où il pensait que vraiment il aurait peu de chances de gagner parce qu'il avait contourné tout ce qui avait été demandé, que finalement il a gagné. Donc je pense que ça c'est une vraie posture d'architecte et c'était une vraie conviction. Alors au niveau de la forme de l'ovoïde ou la demi-forme ovoïde, là aussi elle n'est pas sans faire penser à des œuvres d'architectes de l'époque. La question des ellipses était très, très à la mode. Tadao Ando avait construit plusieurs bâtiments en utilisant cette forme. Et à l'époque, on disait que cette forme, quelque part, c'était plus en rapport avec le début du XXIe siècle que la forme du cercle. Car la forme du cercle, finalement, il y a un seul centre. Et dans celle, finalement, d'une ellipse, il y a deux centres. Et que, quelque part, ça reflète des débats, des ambiguïtés, et que le monde est peut-être plus compliqué. Alors pour conclure, je dirais, est-ce qu'il y a des formes géométriques qui dépassent les milieux?
Est-ce que les gens sont susceptibles de se les réapproprier? Je pense qu'Andreu ne souhaitait pas dicter ses choix. J'ai regardé un film hier où il expliquait que son but dans sa vie n'est pas de dicter ses choix, mais de laisser une grande liberté au développement de l'imagination des visiteurs, et qui souhaitait que les gens, par la suite, puissent se réapproprier ces bâtiments. Il se demandait si les gens apprécieraient ou pas son bâtiment. Je ne sais pas, je serais curieux de savoir si les Chinois apprécient aujourd'hui son bâtiment. Il expliquait qu'il avait été un peu critique sur certains projets, comme la pyramide de Peille, mais finalement, avec le temps, ces bâtiments sont devenus des bâtiments phares à Paris. Et donc, on peut se demander aujourd'hui si effectivement son bâtiment est devenu un bâtiment phare. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nussom, pour cette belle présentation et puis de me faciliter la transition. Peut-être d'ailleurs que Monsieur Clément nous répondra sur la réception de l'Opéra de Pékin en Chine. Pierre Clément a commencé sa carrière en Asie comme architecte au Laos de 1968 à 1970, ce qui le poussera à réaliser une thèse de doctorat sur l'habitation dans les régions de Vientiane et Luang Prabang avec Sophie Clément Charpentier. Et à partir de ce moment-là, l'Asie est devenue un de ses terrains phares d'études et de pratique en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'architecte et urbaniste. Il va mener pendant 20 ans des recherches dans différents organismes et instituts, l'Institut de l'Environnement, l'Institut français d'architecture et d'autres. Il va participer à la création d'une formation inter-école sur les villes orientales, puis sur les métropoles d'Asie-Pacifique à l'École d'architecture de Paris-Belleville, où il dirigera également le laboratoire de recherche IPROS. Et depuis le début des années 80, ses travaux le portent vers la Chine, son architecture et ses villes, au sein de l'agence Arte Charpentier, dont il est le président depuis 2011. Arte Charpentier, c'est une grande agence française qui va ouvrir aussi une agence à Shanghai en 2002, où elle a réalisé, entre autres, l'opéra, et vous allez sûrement nous en parler, l'avenue du siècle, la piétonnisation de la rue de Nankin, et puis d'autres projets qui les amèneront à en réaliser d'autres dans d'autres grandes villes de Chine. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci à Yann Nussom parce qu'il a fait un énorme effort de contextualisation de l'œuvre de Paul Andreu dans toute l'Asie, puisqu'il a embrassé le Japon et la Chine. Donc c'est pas la peine d'en dire plus. Donc c'est exactement ce que je voulais dire. On peut lever la séance. Donc, moi je voudrais commencer par une interrogation que je cultive depuis 40 ans. Pourquoi les Chinois font-ils appel à nous? Des architectes français, entre autres. Vu de notre petite planète, effectivement, on a l'impression que les architectes français font énormément de choses, des choses formidables. En réalité, on ne réalise qu'une infime partie, mais dans des registres culturels et iconiques pour ces villes chinoises qui ont une grande importance. Pourquoi? Vraisemblablement parce que les architectes français sont connus pour l'effort de conception. On est toujours à refaire un parti, un autre parti, à continuer. On passe un temps énorme dans la conception et peut-être beaucoup moins dans la réalisation de projets plus importants que font les anglo-saxons massivement, les tours, les grands quartiers. Donc il y a déjà cette question. Cette question, je la remettrai en perspective historique. Quand j'ai commencé à faire de la recherche sur la Chine, Boudon venait de publier son livre sur l'architecturologie. Et il dit l'architecture est née avec le XVIe siècle, quand les architectes ont quitté le chantier, et donc on est issu de la Renaissance italienne. Et après quelques commentaires, il dit « Mais alors il y a la Chine, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose, s'il s'est passé quelque chose, parce que quand même c'est
La Chine est aussi un grand continent, une grande culture, et depuis longtemps, comment ça se passe? Donc pendant un temps, je me suis attelé à savoir quelle était la place de l'architecture et éventuellement la fonction de l'architecte dans l'histoire de la Chine. Alors, Yann Husson m'a donné une introduction, c'est que le mot d'architecture est très récent dans l'histoire du vocabulaire chinois, et il vient sans doute du Japon. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, le Japon était plus ouvert, entrouvert à la culture occidentale, aux sciences occidentales et aux disciplines occidentales, et le mot Tianzhu vient du Kenshi, à savoir, c'est les mêmes caractères, donc c'est vraisemblablement ici du Japon. En Chine, qu'est-ce qui se passait? Pour trouver la fonction de l'architecte, il nous faut associer 3 métiers de nature totalement différente. D'abord, ceux qui conçoivent les modèles. Dès le Xe siècle, en Chine, on n'avait plus de bois. Donc il a fallu standardiser la construction, la réglementer et la hiérarchiser en fonction de la hiérarchie politique et sociale. Donc on définissait des modèles et suivant votre rang, vous aviez droit à tel type de bâtiment, si c'était des temples, si c'était des palais, si c'était des... Donc il y avait des gens qui dessinaient ces bâtiments en fonction de la hiérarchie sociale. Ensuite, il y avait les gens qui implantaient les bâtiments dans le paysage et dans le territoire. C'est banalement ce qu'on appelle le feng shui, la géomancie. Mais il faut savoir que c'était un savoir extrêmement important parce que c'est la naissance de la géographie moderne. C'est-à-dire que le Tili, enfin, qui peut être l'équivalent du feng shui, c'est analyser le territoire et analyser la terre et en fonction de ses configurations. Alors, sous-tendu par l'idée de flux d'énergie comme il y en a en médecine dans l'acupuncture, qui nécessite de bien positionner les bâtiments, les villes, les tombes pour récupérer ces énergies. Donc ça, c'est des gens qui travaillent sur l'espace et sur le territoire. Et enfin, les gens qui construisent, les maîtres charpentiers, puisque en Chine, la tradition, c'est que la construction, c'était une grande entreprise de bois et de terre. La terre n'est pas porteuse, la structure, la charpente porte le bâtiment et porte la toiture, et ensuite, c'est des remplissages. Donc, il y a ces 3 métiers qui font qui remplacent la fonction de l'architecte dans l'histoire de la Chine. L'apparition de l'architecte moderne, indépendamment du détour par le Japon au XVIIIe siècle, c'est à l'époque des concessions, où là, les Anglais, les Américains, les Français, les Allemands, les Japonais ont commencé à construire des morceaux de villes où là, on a fait venir des architectes, où on a ouvert des bureaux d'architecture, et où donc il y a eu la formation sur le tas d'un certain nombre d'architectes chinois. Puis, on a enfin créé l'enseignement de l'architecture seulement dans les années 20, en Chine. Donc, les architectes chinois sont assez récents dans le panorama, et ils ont été victimes des conditions politiques, l'occupation du Japon au début des années 30, les guerres intérieures politiques des factions chinoises, la guerre mondiale. Donc, les architectes se sont, à partir des années 30, plus exprimés. Donc, ils ont eu très peu de temps pour se développer. Pardon, excusez-moi une seconde. Tout s'écrit bien, tout ce que tu dis est en train de s'imprimer sur mon ordinateur. Donc je vais faire la même chose que toi, je dirais la même chose parce que tout est transformé. Donc,
quand Deng Xiaoping a repris le pouvoir en 1978, il s'est promené sur l'avenue Tiananmen, l'avenue Chang'an, devant les constructions horribles de bars de logements sur cette avenue historique, et a dit, mais dans ce pays, où sont les architectes? Et effectivement, les architectes étaient à la campagne, comme tous les intellectuels et les bourgeois, et donc on a recommencé à former des architectes en 1978. Et donc le début des années 80, quand nous, on a commencé à travailler en coopération, à commencer à recevoir des architectes chinois en France et à aller travailler là-bas, c'était le tout début d'une renaissance d'une profession. Donc le développement économique qu'évoquait tout à l'heure Yann Nussom a dû se faire avec des forces qui n'étaient pas sur place et avec des gens qui aussi étaient assez mal formés, parce qu'à l'époque, c'était encore quelques architectes qui revenaient de Russie ou qui avaient été formés dans les pays de l'Est, qui n'étaient pas les plus performants. Et donc, il y a eu une soif de nous faire travailler, mais on a fait de la formation. Chaque fois qu'on faisait des jurys, les salles étaient remplies de 400 personnes, où ils invitaient des gens de tout le pays, et que tout le monde repartait avec nos dossiers sous le bras. Et donc, il y avait comme ça, on a eu cette fonction de formation. On a commencé des actions de coopération technique. Au début des années 80, des ingénieurs chinois sont venus pour analyser, étudier l'évolution de notre habitat, c'est-à-dire, à l'époque, c'était les systèmes constructifs pour les logements qu'ils étaient venus repérer, pour diversifier la construction chinoise, qui avait été influencée par le modèle de la préfabrication lourde française, de l'industrialisation du procédé commu vendu aux Russes et que les Russes ont transporté dans tous les pays communistes de la planète, et donc on en était à ce niveau-là de l'architecture chinoise. Donc il y a eu effectivement un appel d'air considérable pour les architectes du monde entier. Et effectivement, beaucoup sont intervenus. Alors, parmi ces architectes français, Architecture Studio et Arte Charpentier sont assez représentatifs de ces 30 ans d'intervention en Chine. Paul Andreu, certes, l'est sur le plan qualitatif, intellectuel et dans la production, mais dans un registre un peu différent, un peu comme AREP, je dirais, puisque c'était nos deux plus gros concurrents sur les grands projets en Chine, parce qu'ils étaient appuyés sur des entreprises, l'un des aéroports, l'autre des gares, qui effectivement leur donnaient le moyen de développer, de faire face aussi aux difficultés financières à se faire payer, difficultés financières à passer énormément de temps sur les projets. Donc on peut dire que Architecture Studio et à l'époque Jean-Marie Charpentier, puisqu'il était encore vivant et très actif et qu'il s'était investi personnellement sur la Chine, ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils l'ont fait sur leur propre force, si j'ose dire. Alors, j'avais prévu de vous présenter quelques images pour montrer cette évolution, c'est-à-dire le premier projet sur lequel on est travaillé, c'est en 1993, on avait gagné un grand concours d'un centre d'exposition à Pudong. Pourquoi je parle de Shanghai et pourquoi Shanghai a été mis en évidence? Vous n'avez pas oublié les incidents de la place Tiananmen et les massacres des étudiants, qui fait que Pékin n'était pas très présentable au monde entier.
et que la Chine a été blacklistée pendant un temps, pendant 2 ou 3 ans. La coopération s'est arrêtée et on n'est plus allé travailler là-bas. Et puis, 1993, on commence à nous demander de revenir travailler. Et l'opéra de Shanghai, et pas l'opéra de Pékin, l'opéra de Shanghai, est le premier grand concours international d'équipement culturel qui représentait un vœu de Zhou Enlai qui voulait un grand opéra occidental, donc c'est un opéra occidental, ce n'est pas de l'opéra chinois, et en face de 18 équipes internationales, on a été lauréat du chantier en 1994, et le résultat du concours a été prononcé fin mai. Ceux qui étaient sur place sont restés sur place avec leur brosse à dents 4 ans, parce qu'ils nous ont fait signer le contrat dans la même semaine, et on avait des indemnités de retard si, le 1er octobre, on n'avait pas livré 2000 plans. À l'époque, on était 20 à Paris. Je vois Jérôme Le Gall qui était là à cette époque avec nous. Donc, effectivement, ça a été un peu la panique. Mais une expérience, effectivement, assez riche et intéressante. Alors, l'anecdote sur la toiture, c'est le poids de la tour Eiffel, c'est fait en métal, c'est les chantiers navals qui l'ont fait, parce qu'ils savaient faire des bateaux, mais pas encore des bâtiments comme ça. Et ils l'ont monté au sol, comme vous l'avez vu, et un jour, avec des vérins, ils ont remonté la toiture en attendant qu'on ne soit pas là. Le contexte a bien changé depuis l'implantation, parce que l'implantation c'est 94, la livraison 98, donc ça fait déjà 30 ans. Et on avait fait remarquer aux Chinois que implanter des bâtiments culturels ou politiques, puisque c'est la mairie de Shanghai qui est à côté, aurait nécessité de faire un travail sur les espaces publics et sur la place sur laquelle le bâtiment est. Comme ça n'a pas pu être fait sur ce bâtiment-là et sur cet espace public, on nous a demandé de faire une première place, et c'est la première place publique faite en Chine, historiquement, puisque la place Tiananmen, on a poussé un peu les choses, et c'est des Russes au moment de la célébration des 10 ans et historiquement, ça a joué un rôle politique qu'on connaît à différentes époques de la Chine. Donc, le type de programmes qui ont été développés à cette époque à Shanghai ont ensuite été diffusés à l'ensemble de la Chine. Ça, c'était la rue de Nankin où il y avait 2 millions de passagers chaque jour et qui a été piétonnisé sur un tronçon. Et vous voyez que ça reste quand même très animé. Alors, il y a eu un autre concours qui était celui de l'avenue du siècle à Pudong, qu'on a baptisé à un moment les Champs-Élysées de Pudong. Quand Deng Xiaoping a relancé Shanghai, ils ont fait une zone économique spéciale, un centre d'affaires qui est au début sur le fleuve, et il y avait 5,5 km jusqu'à la place que je vous ai montré tout à l'heure devant la mairie. Et ils n'avaient pas prévu, ils ne savaient pas trop comment on allait relier les choses. Leur idée était de faire une autoroute surélevée pour faire ces 5,5 km. Et à l'occasion de ce concours, on a proposé au contraire de faire une avenue au sol de 100 mètres de large, dissymétrique. Vous voyez que d'un côté, il y a 35 mètres de jardin, côté ensoleillé, en pensant à la dissymétrie de l'usage sur les Champs-Élysées, et qui a
servi à la structuration de tout le développement de la ville de Pudong, c'est-à-dire la rive est de Shanghai qui n'était pas développée. Alors, non seulement on a fait des bâtiments, mais curieusement, ils nous ont fait faire de l'urbanisme comme on faisait de l'architecture. C'est-à-dire que ce concours-là, sur 200 hectares, pour une ville de 200 000 habitants, a été fait en un mois, en janvier 98. Pas si rapide que ça. 18 équipes. Et on a été lauréat de ce projet, qui a été le premier projet pour nous d'aménagement urbain en Chine. Après, on en a fait d'autres. Alors, ça, c'était les premiers projets faits à Shanghai. Ensuite, les autres métropoles ont souhaité des opéras, des avenues, des places, et ça s'est largement diffusé. Depuis, on travaille beaucoup à Wuhan, où on a fait une maison des citoyens, et où on a participé à l'urbanisme d'un centre d'affaires qui est aujourd'hui en construction, et d'autre part à un projet d'éco-cité franco-chinoise expérimentale sur lequel AREP avait fait un schéma général, et nous avons été retenus pour faire le design urbain, avec une zone prioritaire qui est ce qu'ils appellent la péninsule des Français, et qui est un quartier très, très environnemental qui est aujourd'hui en construction. Merci beaucoup Pierre Clément pour cette présentation. On l'aura donc bien compris, Arte Charpentier avec Architecture Studio, et donc qui fera la transition, a été une des agences françaises et toujours très importantes en Chine, et parfois un peu en concurrence effectivement avec Paul Andreu et ADP. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Je vais donc laisser la parole à Martin Robin, qui est un des architectes associés d'Architecture Studio. À l'obtention de son diplôme à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1969, il va fonder l'agence Architecture Studio en 1973, et une agence, un fonctionnement peut-être un peu particulier, mais reconnu. En fait, tout comme les autres associés, il est impliqué dans la conception de tous les projets, dans une logique de travail collectif à chaque étape. Il a particulièrement travaillé à la conception du Parlement européen de Strasbourg et à l'Institut du monde arabe à Paris. Et puis il a également travaillé sur de nombreux projets à grande échelle en Chine, et notamment sur le master plan de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, dont vous nous parlerez peut-être, et d'autres projets comme le développement urbain de la péninsule de Yuzhong. Architecture Studio a donc ouvert une agence en Chine à Shanghai en 2004, et il réalise de nombreux projets. Martin Robin, vous êtes également cofondateur de l'AFEX, architecte français à l'export, dont vous nous parlerez peut-être aussi, de l'Union française de l'architecture et de l'association Mars 76. Vous avez aussi été en 2019 président de l'Académie d'architecture de France, enfin en France. Voilà. Je vous laisse la parole. Je suis un petit peu perturbé, mais c'est pas mal d'être perturbé, parce que tout ce que j'avais préparé des choses sur mon iPad, impeccable, et tout ça s'est mélangé, parce que ce que tu as dit, ça s'est enregistré dans mon discours, ce que je dis là est en train de se rajouter, et toi, tout ce que tu as dit, donc tout est mélangé, donc je vais tâcher d'improviser un petit peu différemment. Ça me fait penser au Japon. Parce qu'en plus, tu as parlé du Japon, ça me fait penser au Japon. On avait fait une conférence suite à une exposition qu'on avait réalisée à Tokyo. Et cette conférence, j'étais avec deux associés, Jean-François Beaune et Alain Bretagnol,
Donc on était 3 à faire la conférence. Donc moi je reste dans le petit jardin devant la salle de conférence avec une chinoise copine et on commence à boire. Il était 6-7 heures à peu près du soir. On commence à picoler un peu. Et puis au bout d'une heure de conférence qui s'était passée, et quand même, elle me dit tu charries, tu dois y aller, il faut que tu ailles à la conférence. Je vais à la conférence avec mon verre de whisky avec un glaçon. Je ne savais pas qu'il y avait un glaçon, mais ils m'ont mis un truc quand je suis arrivé. Et en réalité, quand je parlais, ils n'entendaient que le glaçon. Et parce que je faisais ça. Et mes associés se sont cachés sous les fauteuils, ils avaient honte comme pas possible. Et en réalité, curieusement, je suis passé pour une rockstar. Donc je ne pense pas que je passerai pour une rockstar ce soir parce que je ne vais pas être très brillant. Mais enfin, je vais essayer quand même de vous dire un certain nombre de choses. Notre premier voyage en Chine, c'est une drôle d'histoire. Je me souviens, on avait gagné un concours à Paris. Et après tout concours, on fait un verre, on a gagné, on fait un verre avec les gens de l'agence. Et je ne sais pas comment ça s'est venu. C'était juste après qu'il y a eu un article sur Shanghai, sur votre opéra. Donc c'était 94. Donc on ne connaissait pas la Chine. Moi, je connaissais de nom. Mais on ne connaissait pas la Chine. On avait lu 2-3 petits livres ou grands livres. Mais avec le vin aidant, moi j'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en Chine ? Et alors, il y en a un qui a dit, ah oui, moi j'irais bien. Il m'a dit, ok, tiens, un an, on te prend un appartement, on te paye un an, tu te débrouilles, on verra. Et donc, il y en a un qui est Gaspard Joly, qui est donc parti en Chine. Il est devenu associé d'ailleurs, parce qu'il était très bon, depuis peu. Et donc, il est allé en Chine. Et évidemment, du coup, nous sommes allés en Chine, j'ai été très souvent le voir. Il a été dans un hôtel, le temps de le louer un appartement. Le lendemain matin, petit déjeuner. Il déjeune avec un Français qui était aussi, comme lui, un peu paumé, qui ne connaissait pas la Chine, mais qui était les magasins Continent, qui devait faire un supermarché Continent, il ne savait pas comment faire, dans une rénovation d'immeuble à Pékin. Et donc, ils ont tous les deux, totalement incompétents l'un et l'autre avec la Chine, ils ont fait ce premier bâtiment. C'était une catastrophe. Mais c'était passionnant, j'y suis allé 3-4 fois, c'est-à-dire que les ouvriers, ils étaient habiles, hein. Ils faisaient grève. Donc le client était embêté, il ne savait pas quoi faire, il ne parlait pas chinois, il avait à peine l'interprète, enfin, c'était compliqué. Et donc il venait avec des billets, et il leur donnait 10 yuan à chacun pour qu'ils démarchent tous les matins, pour que les ouvriers travaillaient, il fallait leur donner de l'argent en liquide. Donc c'était une drôle d'histoire. Donc ça, c'est le démarrage de la Chine. Bon, mais ensuite, évidemment, ça a beaucoup changé, on est devenu plus professionnel, on s'est beaucoup voyagé. Moi, on est resté un petit peu à Pékin. Gaspard Joly est resté à Pékin, et ensuite nous avons nous avons créé un lieu pour travailler à Shanghai de manière totalement pirate. On n'était pas reconnus, on n'avait pas de statut, mais c'était pas très grave de ne pas avoir de statut à l'époque. Il y a un client qui vous demandait, ça pouvait se passer d'une manière... Donc on était français, et on a ouvert ensuite une société, sans doute comme vous, à 100% capitaux français, comme ils appellent ça. Donc on n'a pas d'associés chinois, parce que si on a d'associés chinois là-bas, on a quand même découvert assez vite que ça se passe souvent assez mal. Donc on a ouvert cette agence à Shanghai, et c'est là que j'y suis allé très souvent. On a fait le tour de la Chine. On a été à Harbin, Shenyang, Chengdu, Dalian, etc. Moi j'ai visité le Tibet. Oui, on a construit un bâtiment au Tibet à Lhasa. Petite histoire, beaucoup de culturel, comme tu disais. Nous, on a été appelés beaucoup pour faire des grands musées. Beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup des grands musées. Donc on a fait un grand musée au Tibet à Lhasa. Manque de chance, Carla Bruni a reçu le Dalai Lama à Paris quand on venait juste de finir les plans. Donc ils nous ont dit, ah non, c'est pas possible. Impossible qu'il y ait votre nom sur des plans. On supprime votre nom, vous êtes français, Carla Bruni, Sarkozy, Dalai Lama, impossible. Donc bon, bah, dit, ok. Mais par contre, vous pouvez continuer à travailler, mais vous apparaissez pas. Donc on a continué à travailler. Donc ça ne nous gênait pas de ne pas apparaître. Le principal, c'est de faire le projet. Donc on a fait le projet, on a commencé le chantier, puis un jour on nous dit, ça y est, vous pouvez remettre votre nom, ça s'est arrangé, tout va bien. Donc on a remis notre nom sur les papiers. Enfin, c'est ça la Chine. Je veux dire, ça c'est des petits exemples qui montrent que la Chine, c'est quand même quelque chose de très imprévisible, et ce qui est quand même très agréable, quelque part, cette espèce d'imprévision. Et pour revenir un petit peu à la culture, parce que là où ne connaissons pas grand-chose, on s'est quand même préoccupé de Lao Tzu, de Chuang Tzu, des philosophes chinois, un peu moins de Confucius en ce qui me concerne, mais donc j'ai quand même un peu lu, discuté, parce qu'à l'époque on pouvait discuter avec les Chinois.
Le Parti communiste était beaucoup moins raide. On pouvait discuter avec les Chinois du Parti communiste, critiquer le Parti communiste ensemble dans des dîners, etc. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Donc ceci dit, donc Lao Tse, et je me souviens d'un grand concours qu'on avait fait à Dalian, à Dalian, un grand centre culturel, et j'avais parlé au jury justement des références Lao Tse, Chuang Tzu, etc. Notre projet leur avait plu, donc on a gagné, mais ils nous disent, mais écoutez, il faut montrer ça au gouverneur. Le gouverneur, c'était Po Xilai, je ne sais pas si vous avez entendu de Po Xilai, mais enfin bon, c'était lui et Xi Jinping, ils étaient très, très ennemis, on pourrait dire, et finalement, Po Xilai a été mis en tôle par Xi Jinping. Et donc, je vais voir Po Xilai, parce qu'ils me disent, vous comprenez, vous parlez de Lao Tse, vous parlez de Shenzhen, nous, on ne peut pas dire ça à Po Xilai, parce que c'est impossible. Nous, ça sera très, très mal vu de parler de la culture chinoise d'autrefois comme ça, à des dirigeants. Nous, on ne peut pas, on n'ose pas. Donc vous, en tant qu'étranger, vous avez le droit de faire ce genre de choses. Et donc je suis allé, donc on a donc expliqué ce projet avec de la fumée, et des bouteilles de fumée, etc., avec des rayons laser pour montrer la fumée, les rapports de... Voilà. Donc, mais ceci dit, du coup, on n'a pu gagner, on n'a pas gagné. mais quand même, quelque part, ça a beaucoup changé, parce que toutes ces références à la culture chinoise, qui nous intéressent beaucoup, littéraires, était de la façon vue sous ça aussi. C'était quand même pas très bien vu de parler de tout ça au début. Mais ensuite, c'est rentré dans les mœurs et au contraire, ça. Je ne sais pas très bien ce qui se passerait aujourd'hui si on expliquait très fortement, si on parlait très fortement de ça avec des dirigeants chinois. J'en sais rien. Bah évident, hein. C'est pas bon. Bon. Bon, voilà à peu près. Hein, alors sinon, je vais répéter tout ce qui a été dit. Je peux lire un peu tout ce qu'a dit, mais ça, je vais pas le faire. Puis là, maintenant, c'est moi qui apparaît. Bon, alors, donc, on a construit, nous, quand même, beaucoup de projets. Et quand même, par rapport à Andreu, quelques mots par rapport à Andreu. Andreu est devenu un ami. Il est venu nous voir à l'agence, alors qu'on ne le connaissait pas de nom, mais on ne le connaissait pas. On s'est peut-être croisé une ou deux fois, mais on ne le connaissait pas. Il est venu nous voir à l'agence, sachant qu'on travaillait en Chine. Et il voulait nous expliquer de la Chine, ce qui était quand même super sympa. Et donc, il est venu comme ça une première fois, il est resté 2-3 heures, et il nous a parlé de la Chine. C'était au moment où on faisait un projet sur la péninsule de Yuzhong, dans la ville de Chongqing, considérée à tort comme la plus grande ville du monde. Mais c'est toujours, sur Internet, c'est souvent écrit à Google, la plus grande ville du monde, mais ce n'est pas vrai du tout. Et donc, il est venu nous parler de la péninsule de Yuzhong, de Chongqing, nous a donné beaucoup de conseils, et je ne dirais pas grâce à lui, mais si, il nous a beaucoup aidé. Et intellectuellement, nous a fait comprendre un certain nombre de choses auxquelles on ne comprenait rien. On a parlé aussi de gastronomie, la gastronomie qui est tout à fait capitale vis-à-vis des clients. On parle plus facilement de gastronomie que de Lao Tse, et c'est aussi intéressant d'ailleurs. Et donc, grâce à lui, on a gagné ce concours sur la péninsule de Yuzhong, qui est passionnante parce que c'était une ville magnifique, Chongqing. C'est une ville magnifique, c'est une capitale au moment des guerres entre le Japon et la Chine. Donc l'armée s'est repliée là parce que les Japons avaient envahi toute la Mandchourie. Et cette ville avait, mais je ne sais pas si tu l'as connu, des maisons en bois et en torchis et en pierre très claires. C'est sur la péninsule, c'était magnifique, magnifique. Et je me souviens de la première visite avec le maire, parce qu'il voulait faire donc le projet, c'était, en schématisant, sur cette péninsule qui est à peu près la taille de Manhattan. À la différence de Manhattan, c'est entre deux énormes rivières, le Yangtze et une autre rivière, Yuzhong, et la différence de Manhattan, c'est qu'il y a une ligne de crête sur la grande longueur. Donc il y a une espèce de ligne qui se balade entre 80 mètres et 100 mètres, donc vous imaginez les pentes dans cette péninsule. Il n'y a que des escaliers, et les voitures ont beaucoup de mal. Parce que bon. Et donc, cette péninsule, il fallait faire ce concours, il fallait faire 2000 tours. C'était des vieilles maisons magnifiques. Et je me souviens avec Rodo, qui est un de mes associés, on a été donc à la première visite du terrain avec le client, le maître d'ouvrage client, et Rodo dit, mais quand même, ça c'est super, vous allez quand même pas... Alors c'est traduit parce qu'il ne parlait pas chinois, mais enfin, on avait une bonne interprète, vous allez quand même pas casser ça, c'est magnifique ces maisons. Et c'est vrai, elles étaient magnifiques. Et
le maire s'est tourné vers Rodin et d'un air méprisant, il lui a dit, et il a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et tout a été rasé. Hein, tout a été rasé. Alors que c'était vraiment un patrimoine. Heureusement, il y a un bouquin, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, donc on a fait ce projet sur la péninsule de Yuzhong, et ensuite on a navigué un peu tout autour. On a fait de nombreux projets en Chine, on a fait, pas réalisé, mais on a fait, j'ai compté dans le bouquin que je t'ai donné tout à l'heure, tu verras, j'ai compté en arrivant 260 projets, on a fait. On en a réalisé quand même une soixantaine, ce qui est énorme. Et c'est souvent la moyenne, je n'oserais pas dire la moyenne de la taille de mètres carrés de projets, c'est quand même dingue, quoi. C'est des projets qui font, le projet qu'on a fait juste à côté de l'opéra de Andreu, à Jinan, on s'est souvent vu avec Andreu parce qu'on a souvent fait des projets côte à côte et on se rencontrait dans des jurys, on se rencontrait pas mal en Chine, on a eu le plaisir de dîner, de discuter ensemble. Et ce projet de Jinan, pour revenir à Jinan, à côté d'Andreu, c'était un centre culturel qui fait 400 000 mètres carrés. Donc ça a été construit en longtemps, il vient de se terminer, il a été commencé il y a un peu plus de 10 ans. Un peu plus, oui. Et alors il y a une bibliothèque qui est à la taille de Beaubourg, il y a des archives qui sont à la taille de Beaubourg, enfin il y a 4 éléments comme ça qui sont à peu près à la taille de Beaubourg chacun. Donc on est tout à fait dans une autre échelle. Et la difficulté qu'on a quand même, nous tous, architectes étrangers, mais architectes chinois aussi, c'est le suivi du chantier. Parce que d'abord, enfin nous on ne parle pas chinois, donc c'est moins facile, même s'il y a des Chinois dans notre agence et qui savent très bien s'en sortir, mais surtout on n'est pas, dans l'appel d'offres, on ne participe pas à l'appel d'offres, un peu comme en Russie, pour des raisons tout à fait anormales, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le prix. Quand on fait un projet, le client nous dit vous avez 100 millions, ou 100, je sais pas quoi, enfin un prix, vous avez X. Il faut suivre ce budget. Et on a compris qu'en réalité, ça n'avait aucune importance parce qu'on ne connaissait pas le budget de la construction. Enfin, peut-être toi, tu as déjà connu des budgets de construction. Nous, on ne connaissait pas le budget de la construction. On n'a jamais connu le prix d'un de nos bâtiments. Mais donc, on faisait des bâtiments qui faisaient peut-être X plus 10, X plus 100. Bon, ce n'était pas le sujet. À partir du moment où c'était raisonnable et que ça leur plaisait, ça se faisait. Et pourquoi on ne connaissait pas le prix ? Parce qu'il ne fallait pas savoir qu'est-ce qui se passait entre les entreprises, les clients, etc. Donc, on était complètement mis hors circuit. Ce qui est assez agréable, parce qu'on n'a pas comme ça à naviguer dans des compromissions de droite et de gauche. Et en Russie, c'était exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que Perrault, qui a fait la très grande bibliothèque, s'est fait virer du théâtre de Mariinsky, hein, parce qu'il voulait absolument avoir les prix. Donnez-moi les prix, je veux voir les prix, je veux contrôler, il a voulu contrôler, et donc il a été viré. Donc en Chine, c'est même pas la peine d'essayer de contrôler. Lui, il a essayé en Russie, mais ça marche pas non plus. Donc on est quand même dans une situation assez difficile au niveau financier, mais par contre sur le chantier, c'est très différent de la France. Le premier chantier qu'on ait fait en Chine, c'était 3-4 ans après que j'ai démarré l'opéra, à Shanghai. Ça se passait par téléphone, et un jour, coup de fil à l'agence d'un jeune ingénieur qui me dit, écoutez, on est embêté, il faudrait que vous veniez, parce que je ne comprends pas pourquoi. Puis finalement, je comprends qu'il y a un problème de pierre qui n'était pas comme il fallait. Et donc, je vais en Chine pour voir un problème de pierre. Et en réalité, il y avait un hall d'entrée qui faisait 500 mètres carrés. Il y avait 200 mètres carrés qui avaient été posés, comme on dessine vite, là-bas, on avait fait des dalles d'un mètre par un mètre, un calpinage d'1 mètre par 1 mètre. Et ils avaient continué à les pierres, et c'était pas exactement la même veine. Je vais te dire que même nous qui sommes très, très, très attentifs, je crois qu'on aurait eu du mal à voir que c'était pas le même blanc. Tu vois. Et alors, j'imagine Bouygues ou Vinci, avec ce genre de truc, c'était même pas discutable. On n'aurait même pas pu changer. Alors, j'étais obligé, moi, je voulais pas, je l'aurais pas changé. Mais j'étais obligé de leur dire, ah oui, il faut tout changer, ça ne va pas du tout, parce que sinon je perdais la face, ça c'était clair. On m'avait dit, si vous ne faites pas changer les pierres, ça ne va pas. Donc on a tout refait. Donc ça, c'est quand même quelque part une attention esthétique en Chine qu'on a de manière... Je ne dis pas que c'est à chaque fois comme ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'aura jamais en France. Ça fait plaisir, vraiment, quelque part. Voilà. Je pourrais parler longtemps, hein, mais ça suffit. Hein. On va dire que oui. Merci Martin Robin et merci à tous les trois.
veux rajouter un mot parce que tu m'avais demandé de parler de la réception de l'Opéra de Pékin. Donc, juste un petit mot. Yann en a parlé un peu. Ce concours de l'Opéra de Pékin a été très difficile, très laborieux, très politique. Il est situé au plein cœur de la ville historique impériale de Pékin. Donc déjà, un site très sensible et que des étrangers viennent construire là, c'était pas évident. Et le concours a été déclaré infructueux. Et ils ont redemandé à 4 équipes de travailler à nouveau sur le projet. Et c'est là que Paul Andreu a pu faire valoir ses idées vis-à-vis du gouvernement, au-delà des jurys, des commissions qui étaient très remontées contre le projet et contre lui, et qui ont fait des pétitions, les 40 architectes, académiciens chinois, le président du jury, qui était le grand professeur de Sinroy, ont été très, très virulents. Alors, parmi la profession des architectes chinois, ça ne nous a pas facilité la tâche pendant quelques années. Et on a eu le sentiment qu'ils mettaient un peu à l'écart les architectes français à la suite de cette aventure. Nous, on l'a vécu un petit peu. Je rajouterai encore quelque chose, si on peut. C'est l'importance du raisonnement. On peut, par un raisonnement, en montant dans la hiérarchie, l'importance d'un raisonnement peut faire changer complètement un projet. C'est-à-dire qu'on peut aller voir un dirigeant en expliquant son projet de manière très intelligente, argumentée, enchaînée. Ça peut passer, alors qu'en France, vous n'avez aucune chance avec un raisonnement comme ça. Le raisonnement n'est pas... Pourtant, c'est un peu irrationnel. Mais là, on a réussi à faire changer des projets totalement, par la parole, avec un dirigeant en face. Et la décision se prend immédiatement. En France, quand c'est démarré, on ne peut plus changer. Merci à tous de votre présence et merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde.